Bienvenue pour ce témoignage qui aborde le premier thème que nous avons choisi d'explorer, l'humanité, qui s'inscrit lui-même dans le cycle annuel de 2026, la beauté de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous allons explorer de quoi on parle quand on parle de l'humanité. Au-delà de nos croyances ou de ce qu'une théorie pourrait nous en dire, de quoi pouvons-nous témoigner? Si l'on part du postulat que l'univers est conscience, finalement, qu'est-ce que cette conscience vient manifester de spécifique à travers l'humain? Quelle est sa place, son rôle dans le déploiement de la conscience consciente? Son pouvoir même, pourrait-on dire. Bon, c'est pas un petit sujet, mais si on veut parler de la beauté de l'humanité, il va bien falloir aller défricher un minimum ce qu'on entend par humanité. Alors de mon côté, pendant longtemps, j'ai perçu l'humanité comme une addition d'humains tous pareils. Tous pareils dans le sens au même niveau d'évolution suivant l'âge physique. Dans ma représentation, il y avait les animaux, les végétaux, les minéraux et les humains. Chaque règne était séparé entre eux et tous pareils à l'intérieur de chaque règne, comme des familles. Chez les humains, il y avait la phase bébé, enfant, adolescent et adulte. Et à partir de là, en tant qu'adulte, ça y est, nous avions fini de grandir, terminé. Et puis, j'ai commencé à me poser cette question, mais pourquoi en fait chez les adultes, est-ce qu'il y a tant de différences au niveau des comportements et pourquoi on ne se comprend pas? Par exemple, pourquoi une personne de 40 ans peut se comporter comme un adolescent et se sentir très très bien dans ce bain d'énergie-là, et un autre humain du même âge paraît avoir beaucoup plus de mental et semble plus détaché de ses émotions, et même s'intéresser au monde et aux problèmes du monde, pendant que d'autres semblent être préoccupés uniquement par leur propre vie, leurs désirs et leurs projets. Pourquoi en fait ces différences? Pourquoi on ne se comprend pas? Alors un élément de réponse a commencé à apparaître quand j'ai découvert à travers les enseignements spirituels cette hypothèse que l'humanité serait composée d'humains avec des états de conscience différents et qui ne correspondraient pas forcément à notre âge physique. Et si finalement en fait la différence venait du fait que nos comportements sont vraiment issus d'un état de conscience et que l'on ne peut pas demander par exemple à un jeune de se comporter comme quelqu'un de plus mûr, ce que l'on fait naturellement avec des enfants. Alors, quels sont les différents états de conscience et comment les reconnaître? Et quels éclairages nous donnent-ils sur cette réalité de l'humanité que nous essayons d'explorer? Alors, dans la première phase, il y en a 4. En conscience de dépendance, on suit sans discerner. Si on prend par exemple un bébé, on voit bien que le bébé dépend complètement de sa maman. Sans elle, il ne peut rien faire. Il obéit à quelqu'un qui le dirige, qui est le chef. Si je regarde en moi, je peux également voir des parties de moi-même qui sont encore en conscience de dépendance. Par exemple, dans un groupe, quand je suis le mouvement, je ne donne pas mon avis, je ne réfléchis pas, je suis le mouvement, la direction sans réfléchir. C'est tout le temps, tous pareils, tous ensemble, et je ne remets pas en question cela. Je suis, c'est tout. Arrive ensuite la phase de conscience individuelle, et là on retrouve la construction de la personnalité avec d'abord la construction des corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et ensuite la personnalité. On peut retrouver ça en fait au début de notre vie. Donc d'abord, nous sommes un bébé, encore totalement en conscience de dépendance, et puis ce bébé se met à grandir, à découvrir son corps, il apprend à bouger, à parler, il touche, il regarde, il sent, il goûte. Il découvre ainsi ses 5 sens et son reflet dans le miroir. Il s'étonne et découvre que c'est lui. Et c'est là que commence en fait le tout début de la conscience de soi. Et puis arrive ensuite le monde des émotions, avec la construction du corps émotionnel, les désirs, les envies, les goûts, les j'aime, j'aime pas. Ce jeu en fait d'attraction Mm. et de répulsion et toute la palette des émotions positives et négatives qui bientôt sera rejoint par la découverte du mental, avec le développement des idées, des opinions, des questionnements, des débats d'idées, de vraiment véritablement développer ses propres idées et non plus suivre en fait les idées et les opinions de papa, maman ou des autres. Dans cet état de conscience, la conscience apprend à investir des corps spécifiques, à construire en fait et à coordonner des corps différenciés, mais toujours opérant pour quelqu'un ou quelque chose d'autre que sa propre volonté.
Ensuite, avec le mental, apparaît la dimension d'ouverture au monde et l'affirmation de ce que l'on pense, de ses choix et l'apparition d'un plan de vie. Ce plan ne sera plus dicté par les autres, mais par soi-même cette fois, avec une possibilité de mise en œuvre au fur et à mesure que la personnalité se construit. Ainsi donc, avec l'apparition de ses propres choix, de son propre plan de vie, on passe progressivement en conscience individuelle. C'est une phase de créativité personnelle où la conscience fait à ce moment-là une expérience de son propre pouvoir en utilisant ses propres corps cette fois. Hmm. Cette phase d'ailleurs est celle que l'on voit aujourd'hui majoritairement à l'œuvre dans nos sociétés. Mais même si elle est très vivante actuellement, elle n'est pas la fin de l'histoire humaine. De même que l'enfant sort de la conscience de dépendance pour aller vers la conscience individuelle, à un moment, l'individu sent venir le temps de passer à un autre stade, celui où le centre du monde n'est plus lui-même, mais lui et les autres. Vient alors la conscience d'interdépendance, dans laquelle apparaît l'ouverture à l'autre et la prise de conscience de notre reliance avec l'ensemble des individus. Des individus, mais aussi des autres règnes. Tout est relié, comme dans un système, nos actes, nos paroles, nos pensées ont des conséquences sur l'ensemble du vivant. Plus ou moins, évidemment. C'est dans cette phase où on apprend à s'ouvrir aux autres, à se décentrer, à comprendre le monde comme un tout relié. Souvent, quand on s'ouvre à cette dimension, une grande crise apparaît. Que dois-je choisir? Comment faire pour se respecter véritablement les uns les autres? À ce stade, la vie est encore ce que je vois. Et nourrir la vie revient à nourrir la manifestation de la vie sur Terre. Et c'est une mission quasi insoluble, car toute forme est amenée à disparaître. Et disparaître ou faire disparaître, justement, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Je me suis souvent vue, et encore maintenant, incapable ou avec de gros questionnements pour faire un choix et me posant 1000 questions. Cet objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Acheter du neuf aujourd'hui, ça a quel sens? Rouler à l'essence, rouler à l'électrique? Non pas que ces choix n'ont pas d'importance, mais je vois que souvent je me perds dans une perception de la vie qui serait uniquement manifestation. Alors que l'humain, justement, est appelé à vivre, pas seulement en tant que personnalité construite, même reliée aux autres, mais en tant qu'esprit manifesté. Et c'est là que s'ouvre une nouvelle phase, on pourrait dire, du déploiement de l'humain et d'ouverture de conscience au sein de l'humanité, que nous avons nommé la conscience d'ensemble. De cet endroit de conscience, dans cette réalité intérieure vivante, l'humanité tient et accompagne la conscience de notre coexistence. Existence en tant que conscience et forme. On pourrait dire esprit et matière. C'est l'un et l'autre ensemble. Et elle, l'humanité, ancre dans la matière le réel spirituel. Elle co-accompagne constamment son déploiement dans tous les règnes. Les échanges sont constants, tout ce qu'on fait a une incidence sur l'ensemble et l'ensemble a une incidence sur nous. On co-apprend, on co-existe, on co-construit, on co-relationne. L'humanité, à cet endroit, embrasse alors son rôle de médiateur conscient de la vie sur Terre, centre véritable de déploiement de l'essence dans l'existence. Tout évolue donc ensemble. Et à cet endroit-là, je comprends et je vis véritablement qu'il n'y a d'évolution que de groupe. Le sens identitaire passe de soi, individu, au groupe. Dans cette conscience de groupe, je peux percevoir qu'en tant que médiatrice de vie, l'humanité tient aussi quelque chose de la capacité à donner des directions, du sens, pour que la vie se déploie, à influencer et à mettre en mouvement la matière. Nous sommes relais, à la fois réceptifs et actifs, engagés dans la manifestation de cette unité de conscience que nous sommes. L'humanité, donc, ce sont bien ces 4 stades de conscience qui coexistent et évoluent ensemble. Il y a une unité de conscience, mais aussi une diversité, on pourrait dire, dans les consciences de soi et dans les formes qui, du coup, sont créées, s'ajustent, s'entremêlent et s'influencent. Toutes ces phases aidant à faire progresser la conscience, à la manifester et à l'exprimer. Mmh.
Oui, moi je peux dire que dans ces moments de vécu où je perçois et je vis cette reliance avec l'humanité, cela crée en fait une autre présence au monde, plus inclusive, où je ne me sens plus séparée des autres humains et des autres règnes, où en fait il y a pas de peur de la différence des autres, de l'environnement. Je ressens vraiment de la joie, de la beauté de faire Mm. partie d'un tout et d'être reliée à toutes les parties de ce tout qui sont également présentes à l'intérieur de moi. Il y a également cette perception d'avancer ensemble dans une même direction. Chacun a son rythme et chacun a sa place dans cette aventure qui se perçoit du coup comme commune. Et de là, en fait, toute forme de compétition, de lutte, de comparaison tombe. Apparaît également une reconnaissance, des différents âges de conscience. Et là, je peux vraiment accueillir cela tel quel, sans jugement et critique, car il y a véritablement une compréhension de là où on est chacun et du coup, je peux accompagner cela. Mm. Oui, et plus on avance en fait dans cette révélation de conscience intérieure, plus on la rejoint, finalement, plus elle se sédimente petit à petit en nous. Mmh. Mais voyons maintenant comment l'humain, finalement, peut jouer cette note d'unité, on peut dire conscience, forme, esprit, matière dans le monde. Et quels sont les éléments, on pourrait dire les caractéristiques, dont il est doté pour le faire, qui font de lui un être unique sur Terre, et en même temps capable véritablement de remplir sa mission. Alors, déjà, l'humain dispose de cette incroyable capacité d'être conscient de lui-même. Certes, l'animal aussi peut manifester une conscience de soi, mais jusqu'ici, en fait, il semble que cette conscience soit avant tout perceptive, pardon, quand il est face à son image dans le miroir, par exemple, et non conceptuelle. L'humain, lui, il a les deux. Une conscience de soi perceptive et une conscience conceptuelle, qui apparaît avec la conscience individuelle et qui lui permet de penser l'humain et le monde autant que de le ressentir. Cette conscience de soi conceptuelle permet aussi progressivement à l'humain de percevoir et de concevoir le monde d'une façon abstraite. En manipulant des valeurs, des pensées, des concepts, l'humain est alors capable d'envisager et de construire le monde au-delà de sa seule perception physique du réel. On peut dire que l'abstraction, cette caractéristique humaine, est la voie par laquelle la conscience commence à pouvoir se souvenir, à l'intérieur de l'humain, de qui elle est. Une présence abstraite, non matérielle, qui a pris des corps pour se révéler dans la matière. Mmh. Cette conscience de soi capable de percevoir le réel de manière abstraite peut alors se manifester dans le monde à travers, d'une part, l'existence d'un mental qui lui permet d'aborder, d'envisager et de répondre autant aux questions concrètes du quotidien qu'aux questions abstraites du sens de la vie. Son mental, en fait, s'active, plongé dans la matière mentale en lien avec son âge de conscience. L'humain crée à partir du mental des pensées qu'il nourrit et qui deviennent sa réalité. En conscience individuelle, cette création est centrée sur soi et en conscience de groupe, cette création est centrée sur l'ensemble. Et d'autre part, l'humain dispose aussi de la parole. Nous savons bien que beaucoup d'animaux communiquent à travers des signaux, des cris, des gestes, mais la parole humaine n'est pas une simple transmission d'informations. Elle permet, entre autres, d'échanger sur le sens. Par exemple, c'est grâce à la parole qu'Estelle et moi avons pu échanger sur nos perceptions de ce qu'est l'humanité et que nous pouvons le partager à travers cette capsule. La parole permet aussi de traduire, par exemple, des perceptions mentales de ce qu'est l'humanité en mots, de relier aussi, de manifester un engagement, de transformer celles et ceux qui l'entendent. La parole ne décrit pas seulement le monde, elle le configure d'une certaine manière et elle le met en ordre. Ces quatre éléments donc, conscience de soi, mental, parole créatrice, capacité à l'abstraction, sont de formidables compétences pour que l'humanité puisse, progressivement, révéler cette unité de conscience que nous sommes, au-delà de nos différences mêmes de conscience. Mmh. Oui, et en ce moment même, la conscience évolue et l'humanité avec elle. Quelles que soient en fait les apparences, le mouvement est en cours et nous sommes appelés à rejoindre cet état de conscience d'humanité médiatrice pour en révéler la beauté.
Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci.